Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Simon-Philippe Turcot. Je suis le directeur des éditions La Peuplade. Puis ça me fait plaisir de vous présenter la nouvelle saison littéraire de La Peuplade avec 5 titres qu'on considère très forts, que je vais vous présenter donc un par un. Mais avant de ce faire, je voudrais vous remercier d'avoir si bien défendu les titres de la dernière saison. Il y a entre autres 3 romans qui vont très très bien en librairie. Ténèbres de Paul Cavzac, Chasse à l'homme de Sophie Letourneau et puis Les Falaises de Virginie de Champlain. Vous les avez fait découvrir à de très 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 nombreux lecteurs et donc toute notre équipe vous en remercie beaucoup. Puis on vous invite à les garder sur les tables le plus longtemps possible parce que ces 3 livres-là et les autres gagnent de nouveaux lecteurs tous les jours. Donc c'est génial. Je voulais aussi vous inviter à ce que vous puissiez nous partager vos mots de libraire, vos lectures, vos coups de cœur. De ne pas hésiter à nous contacter par courriel ou par Messenger, mais idéalement par courriel pour nous partager en fait vos impressions de lecture qu'on partage de notre côté sur les réseaux sociaux presque systématiquement. Donc, des belles photos, vos mots de lecture, et puis les auteurs sont toujours ravis d'avoir des retours des libraires. Et puis, c'est un instrument qu'on utilise beaucoup pour rejoindre toujours plus de lecteurs sur nos réseaux sociaux. Donc, on vous invite à le faire, puis pas hésiter à mettre vos mots sur les livres. C'est une pratique qui est très courante en France puis qui fonctionne très très bien, puis qu'on voit un petit peu moins ici au Québec, qui gagnerait à être étendu ici davantage. Donc, on vous invite à le faire. Donc, cette saison-ci, nous avons donc 5 livres et le principal enjeu, le principal enjeu de notre nouvelle saison, c'est un roman de Mireille Gagné, premier roman de Mireille Gagné, qui a déjà publié au Québec de la poésie puis des nouvelles. Et elle arrive avec un premier roman qui s'intitule Le Lièvre d'Amérique. Vous l'avez peut-être déjà vu passer un petit peu sur les réseaux. Il est déjà imprimé, donc aussi, ça c'est une chose importante. Sachez que tous les livres de la rentrée de la prochaine saison sont déjà tous imprimés et donc disponibles pour le recevoir en fait en service de presse. Donc seulement le demander à votre représentant ou à Stéphanie ici à nos bureaux de la Peuplade. Donc, pour vous présenter le Lièvre d'Amérique, en fait, je crois que le mieux, c'est de laisser parler l'écrivaine derrière ce petit chef-d'œuvre, en fait, qui nous a vraiment beaucoup charmé. C'est un grand coup de cœur de toute notre équipe. Déjà, la presse s'en empare au Québec comme en Europe pour sa sortie qui est prévue le 20 août. Et puis, on croit que ce sera un très, très grand succès. Déjà, les droits poche en format poche ont été vendus déjà. Donc, c'est le livre de poche qui va le publier dans 2 ans en France, puis aussi au Québec. Donc, c'est un bon signal. Et puis, c'est un livre aussi qui attire beaucoup l'attention des éditeurs internationaux présentement. Donc, je vous invite vraiment à le lire, à le découvrir, mais je laisse tout de suite parler Mireille Gagné, l'autrice du Lièvre d'Amérique. Bonjour, je m'appelle Mireille Gagné et je suis l'autrice du Lièvre d'Amérique, un roman à paraître aux éditions La Peuplade en août 2020. Alors, le Lièvre d'Amérique est une fable animalière néolibérale qui s'adresse à celles et ceux qui se sont égarés. En fait, j'ai eu l'idée d'écrire ce roman à la suite d'un épisode de surmenage que j'ai vécu l'an passé et qui m'a un peu forcé à ralentir mon rythme effréné de vie quotidienne. Je suis autrice, je travaille également à temps plein, je suis mère de 2 enfants. Donc, je me suis inspirée de ce déséquilibre et je l'ai lié à mon processus de création. Je suis également poète et j'analyse souvent la frontière entre le prédateur et la proie chez les animaux sauvages. Donc, en mélangeant tout ça, ça a donné le Lièvre d'Amérique. L'histoire commence alors que Diane, mon personnage principal, vient subir une opération chirurgicale dans l'objectif de la rendre plus performante au travail. Donc on la suit jour après jour alors que son corps tente de s'adapter à l'opération. Donc ses sens s'affinent, elle dort moins, elle est plus performante, elle est plus endurante, mais aussi d'autres changements s'opèrent en elle. Par exemple, ses cheveux et ses poils deviennent complètement roux pendant la nuit, les mâles se mettent à la poursuivre, un sentiment de peur l'habite constamment, elle est toujours aux aguets et tout à coup, point de rupture, elle craque.
Donc, j'ai voulu expliquer comment Diane en est arrivée là. Donc, j'ai fait des retours dans le passé, alors qu'elle est jeune adulte, fin de l'adolescence. Elle rencontre Eugène. À travers les chapitres, on suit leur relation qui se construit peu à peu, jusqu'au jour où, le soir d'un incendie, Eugène disparaît sans laisser de traces. Alors, je pense que j'arrête là. Je ne vous en dis pas plus sur mon roman. Je vous invite à le lire. Mais peut-être, je vous souhaite que si vous vous êtes perdu sur le chemin du surmenage, que vous trouviez votre voie. Alors, bonne lecture. Merci. Alors, je remercie Mireille Gagné pour cette belle présentation. Il faut dire que Le Lièvre d'Amérique, c'est un roman qui ne laisse pas indifférent, qui nous appelle beaucoup. Et c'est aussi un roman qui magnifie le territoire. Hein. Donc, ça se passe en grande partie à l'île aux Grues. D'ailleurs, Mireille Gagné est native de l'île aux Grues et connaît donc très bien cette île, ce territoire magnifique. Et puis, vraiment, c'est un roman remarquable, plein de vie et de soubresauts. La libraire Aurélie Jensen a dit du livre qu'il se situait quelque part entre le conte et un épisode de Black Mirror. Donc, je pense que ça en dit beaucoup et que ça va sans doute aiguiser votre curiosité comme sont aiguisés les sens de la narratrice de ce roman tout au long du Lièvre d'Amérique. Le second livre que nous lançons, donc cette fois le 10 septembre prochain pour la rentrée, c'est un roman islandais de Gyrðir Elíasson qui s'intitule La fenêtre au sud. Donc, Gyrðir Elíasson, vous l'avez connu avec le roman Au bord de la Sanda et puis avec son premier roman Les excursions de l'écureuil. C'est avec ce roman-là qu'on l'avait connu. De notre côté, c'est un écrivain majeur, très important en Islande, qui fait école aussi en Islande, qui est beaucoup traduit dans le monde scandinave, mais peu ailleurs dans le monde. Donc, on est très fiers de l'avoir avec nous dans notre maison d'édition chez La Peuplade. Gyrðir s'est lancé dans une espèce de trilogie. Ce ne sont pas des romans qui se suivent nécessairement, mais ils explorent tous les trois ces romans, la solitude et la création. Donc, avec Au bord de la Sanda, qui était le premier de la trilogie, on était avec un peintre qui s'était réfugié dans un parc de caravanes au bord d'une rivière glaciaire qui est la Sanda, en Islande, près d'un volcan. Et cette fois-ci, dans La fenêtre au sud, on suit un écrivain qui va passer l'année, tout au long de 4 saisons, dans une espèce de maison de vacances, si on veut, d'un petit village balnéaire islandais, donc qui vibre pendant l'été, mais assez doucement, et puis qui se vide complètement pendant la saison froide. Et donc, cet écrivain va tenter d'écrire un roman sur sa vieille machine à écrire Olivetti pour faire vivre 2 protagonistes à son roman qui sont dans un hôtel et puis qui tentent de trouver un sens à leur relation et tout. Et lui, il est complètement seul. Il marche beaucoup sur la plage de sable noir devant la mer, donc sur les berges dans ce petit village-là. Il y a seulement un café qui est ouvert pendant la saison. Tout le reste du temps, il n'y a à peu près rien. Donc, et c'est un roman avec une composante un peu d'humour noir, avec une composante aussi de surnaturel, légèrement. C'est par touche. C'est un roman par fragments qui avance doucement. C'est un roman contemplatif, lent, magnifique, marquant. C'est du grand art, comme Gyrðir Elíasson sait le faire. C'est un de mes romans préférés de Gyrðir Elíasson dans tout ce que j'ai lu de son œuvre. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir de le défendre encore une fois. Et je viens d'acheter les droits du 3e opus de cette trilogie, donc qui viendra dans 1 an et demi probablement ou 2 ans maximum. Mais vraiment, c'est une œuvre à considérer, c'est une œuvre à lire, c'est une œuvre à apprécier, qu'on lit dans la nuit, je dirais. C'est un livre qui nous confronte à notre propre solitude, à nos propres désirs de création. Et il y a quelque chose de Murakami dans l'écriture de Gyrðir Elíasson.
on dit une sonate romanesque dans notre argumentaire. Donc, en tout cas, je vous invite vraiment à le lire. On n'a pas besoin d'avoir lu Au bord de la Sanda avant d'entamer celui-ci. C'est vraiment des livres qui sont indépendants, mais comme une espèce de triptyque voilà, qu'on vous invite à découvrir. Donc, Voyage en Islande avec Gyrðir Elíasson avec La fenêtre au sud. Ég vil þakka bóksölum í Frakklandi og franskumælandi Kanada fyrir þann áhuga og velvild sem þeir hafa sýnt bókunum. Vous venez donc de voir Gyrðir Elíasson sur la plage devant chez lui, qui tenait à vous adresser quelques mots que je traduis ici. Donc, je tiens à remercier les libraires de France et du Canada francophone pour l'intérêt et la bienveillance dont ils ont fait preuve pour mes livres. Donc, c'est un privilège de voir Gyrðir s'adresser à vous, car Gyrðir Elíasson est une espèce de personnage littéraire plutôt ermite dans son île, et il sort très 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 rarement en public et s'adresse rarement aux médias. Donc moi je trouvais ça sympathique, donc je voulais vous le partager. Le troisième livre que je vous présente aujourd'hui avec grand plaisir, c'est un livre de Marc-Antoine Kaffaneuf qui s'intitule Carrousel encyclopédique des grandes vérités de la vie moderne. Vous avez connu sans doute Marc-Antoine Kaffaneuf avec ses livres de poésie qui ont été publiés antérieurement aux éditions du Cartanier, qui avaient bien fonctionné en librairie. Et maintenant, donc, il arrive à la Peuplade avec un livre absolument inclassable. On en a fait un objet que je trouve absolument magnifique, donc je vous le montre ici. C'est le Carrousel encyclopédique des grandes vérités de la vie moderne. C'est un livre sublime qui se présente comme ça en fragments. C'est une espèce de patchwork de la vie d'aujourd'hui, de la vie moderne, de la vie au 21e siècle, avec des vérités, des contre-vérités, des fausses vérités aussi, qui s'enchevêtrent comme ça pour créer une espèce de grande toile d'araignée qui représente notre monde de manière assez fascinante. On le connaît bien pour sa capacité à dresser des listes improbables, à faire des performances artistiques aussi. Marc-Antoine Kaffaneuf, c'est quelqu'un qui est très respecté dans le milieu à la fois de la littérature, mais aussi des arts visuels. C'est un artiste de la performance qui utilise l'écrit comme matériau principal. Et ce livre-là, c'est comme une espèce de livre absolument génial, là, clairement. La couverture elle-même s'imprime sur notre rétine pour qu'on ne l'oublie jamais. Donc, je pense que c'est une couverture un livre que vous allez avoir envie de placer vraiment à l'avant sur les tables. Mais c'est un livre justement qu'on garde chez soi, qu'on garde sur la table de chevet, qu'on prend, qu'on reprend dans l'ordre, dans le désordre. C'est un livre qui nous fait rire. C'est un livre en même temps ultra lucide, presque trop lucide, c'est désarmant. Donc, il se joue beaucoup de nos perceptions. Et donc, vraiment, c'est une découverte. C'est quelque chose c'est un objet à chérir, je trouve. Et puis, Marc-Antoine Kaffaneuf, franchement, arrive avec une proposition fascinante. Et bon, j'espère que vous allez être aussi conquis que nous par un des textes les plus originaux que j'ai croisé depuis très longtemps. Par la suite, donc ça pour le carrousel de Marc-Antoine Kaffaneuf, c'est le 1er octobre en librairie. Et puis, quelques jours plus tard, le 8 octobre, on va retrouver Marisol Drouin. Donc, Marisol Drouin qui signe un premier livre de poésie. On a publié d'elle donc 2 livres déjà, donc un récit et puis un roman qui est 31. Et là, elle arrive avec un texte qui s'appelle Lola et les filles à vendre. C'est un texte coup de poing, pour ne pas dire qui vous jette à terre. C'est un texte violent, sans concession, puissant, polyphonique, avec plusieurs voix de femmes dans ce texte. Je dirais même peut-être jusqu'à schizophrénique parfois. C'est un texte qui est à la fois aussi tourmenté que libérateur. C'est un grand cri, c'est un cri de colère, c'est un cri qui libère. C'est une réflexion sur l'écriture, sur la colère, sur le sexe. C'est vraiment un projet extrêmement important, intense, qui ne laissera mais là, vraiment personne indifférent. Donc, je vous invite à le découvrir. Donc, Marisol Drouin, encore une fois, s'impose avec sa voix, une voix qui franchement nous reste en tête
très très longtemps. Donc c'est un peu dans l'affiliation, dans notre catalogue, je dirais, ceux qui ont aimé Chauffer le dehors et Chauffer le dehors de Marie-André Gill et puis De Rivière de Vanessa Bell. C'est un texte un peu dans ce filon-là. Puis je dirais même qu'il s'accorde un peu avec Homo sapiens de Nivia Corneliussen dans le sens du rythme, de l'intensité de l'écriture, du style aussi et du côté coup de poing. Donc, si c'est des textes que je viens de nommer qui résonnent chez vous, je crois que vous allez beaucoup aimer lire Lola et les filles à vendre, donc de Marisol Drouin. Et pour terminer, nous avons décidé de republier dans une nouvelle édition augmentée, quand même presque 20 pages de plus, avec des petits changements ici et là, le roman La Garçonnière de Mylène Bouchard, donc avec une toute nouvelle couverture, donc une réédition qu'on lance en nouveauté, dans le sens qu'on le met à l'office et qu'on vous invite à redécouvrir. C'est un livre qui a été marquant pour plusieurs personnes. On en entend encore parler aujourd'hui beaucoup, parce qu'à l'époque, en 2013, lorsqu'on l'a publié, La Peuplade avait pas autant de lecteurs qu'elle en a aujourd'hui, et c'est bien grâce à vous. Donc, il nous semblait important, parce que le texte est épuisé dans notre catalogue depuis assez longtemps, de reprendre La Garçonnière, et puis Mylène s'est fait plaisir en le revisitant un peu. Donc, c'est l'histoire d'un amour impossible entre Mara et Hubert, deux personnages très très forts. Donc, elle vient de Noranda, donc en Abitibi-Témiscamingue, et lui vient du Lac-Saint-Jean, de Péribonka. Et puis, c'est un livre qui va se passer donc, dans ces deux villages, à Montréal, à Prague, à Beyrouth. Donc, c'est un roman qui voyage beaucoup. C'est un roman international sur l'amour. C'est une réflexion sur l'amour, un peu dans les thématiques que Mylène fréquente souvent dans ses différents projets, à la fois en poésie ou en roman ou en essai. Et dans La Garçonnière, je pense que c'est son classique. Et puis, voilà, donc on avait envie de le faire découvrir au plus grand nombre. C'est un roman d'initiation. C'est le roman d'initiation par excellence, je pense. C'est un roman qui peut être beaucoup apprécié, entre autres, des jeunes adultes. Et voilà, donc c'est une espèce de cartographie des territoires amoureux. Et je vous invite vraiment à le découvrir. Mara et Hubert sont des personnages plus qu'attachant. C'est un roman beau, déchirant, qui fait du bien en même temps, qui nous pousse à la réflexion, à regarder nos propres vies, nos propres relations, la frontière entre l'amitié, espèce d'amour total aussi, parfois qu'on vit dans une relation. Donc vraiment, La Garçonnière de Mylène Bouchard, pour ceux qui ne l'ont pas lu encore, je vous invite vraiment à le faire et puis à le partager au plus grand nombre et puis à le remettre vraiment en place dans vos librairies. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et puis je vous souhaite une très belle saison littéraire, une très belle rentrée littéraire. Je vous remercie encore de nous suivre et puis de conseiller nos livres. Et puis n'hésitez pas à nous contacter, comme je vous disais, pour partager vos coups de cœur de lecture. Donc à bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Je suis et nous sommes contents de vous adresser notre programme d'automne. Ce sera encore mieux quand nous pourrons vous voir concrètement, ce sera concret. Mais tout au moins, vous aurez la liste et la définition des livres que nous allons publier cet automne. Beaucoup de reprises, évidemment, du printemps, puisqu'elles n'ont pas été publiées, et nous les reprenons cet automne. Premier titre, Le cœur accordéon de Mireille Clich. Mireille Clich, c'est un retour à la publication après 20 ans d'absence. Elle n'a pas chômé pour autant, puisqu'elle nous propose un livre très substantiel avec Le cœur accordéon. Un livre qui s'adresse à une proche, un proche. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est une adresse à quelqu'un, en tout cas, qui médite autour de la vie, du temps, de la durée, et aussi du rapport à la beauté. Et dans la beauté, il y a le jardin, il y a l'eau, il y a l'air, il y a les fleurs, il y a aussi les livres. Et l'expérience de Mireille Clich nous convie en quelque sorte à un tout-monde qui
qui mettent en perspective son lien avec les choses, avec le temps et avec cette amie à laquelle auquel on s'imagine qu'elle s'adresse. Les poèmes sont toujours très limpides, simples. Il n'y a pas d'effet recherché outre mesure. Par exemple, j'écris la beauté pour te la décrire, sachant que tu la sais, que tu l'attends, que tu as sassé ses souvenirs pour ne garder qu'elle. Tu me montres, tu me confies plutôt, l'heureux devoir de la reconnaître et de la remercier. C'est facile dans cette ville où même la poussière paraît gorgée d'orge. D'or, pardon. Deuxième titre de Mélina Bernier, Florence, jusqu'au bout du bleu. Mélina Bernier a publié à La Peuplade, chez d'autres éditeurs, dans des formes courtes, des poèmes. Elle a publié Amour debout à La Peuplade en 2012, c'est son titre le plus récent, avant celui que nous proposons, Florence, jusqu'au bout du bleu. Alors, Florence, jusqu'au bout du bleu, le dit d'emblée, c'est un voyage, une errance à Florence. Florence persiste, indomptable, dans son agonie. En même temps que c'est Florence, je dirais que c'est un voyage initiatique qui non seulement la découverte de l'art florentin, c'est accessoire, mais c'est quand même présent. Le centre de tout ça, je dirais que c'est une expérience initiatique de la découverte tant de la beauté que du monde, qui passe à travers le poème comme tel, dans une, on dit une errance, mais au fond, dans une subjectivité qui fait appel à toutes sortes de recours, y compris à l'amour, par évocation. C'est fait d'observations très fines, courtes. Par ma fenêtre, un air tzigane. Je lance quelques pièces de monnaie. Devant les tableaux, je confonds le drapé des tuniques, bleu azur ou vert de sienne, avec l'étendue d'horizon, la mer ou encore le ciel. L'éternité s'ouvre avec une couleur. Donc il y a un souci de toujours lier l'expérience à une description, et cette description est toujours porteuse de sens. Louise Warren nous propose un ensemble d'essais de ce monde. De ce monde est fait de plusieurs textes parus au fil du temps. Vous connaissez bien Louise Warren pour ses livres de poésie et ses essais, Le livre caché de Lisbonne, son dernier titre que nous avons publié, L'enveloppe invisible, dans la collection Lieu-dit, qui a eu le prix le prix créatrice de l'année du Grand Prix des Jardins du Calque pour la région de la Naudière. Donc, Louise revient avec cet essai où il est question des thèmes habituels qu'on retrouve dans son œuvre, le voyage, le rapport à l'art, l'amitié, les lieux de lecture, bien sûr, les lieux de constitution d'une œuvre, et à tout ça pratique, en filigrane de ces essais, on pourrait dire que nous entrons dans son atelier de travail. Elle écrit « Je refais l'exercice de me rappeler exactement. C'est comme entrer dans une forêt. La pensée attentive, en alerte, le corps tendu d'un chasseur. Je traque un détail. Je suis dans la forêt de l'écriture, à l'écoute du moindre bruit, de la moindre sensation. L'air cesse de bouger, l'air emplit la chambre, les rideaux. J'atteins la nouvelle solitude. » Et donc, dans tout le travail de Louise, on sait bien que cette solitude essentielle au travail de l'art et à la recherche de la beauté est une condition sine qua non de la création elle-même. Un livre très beau à lire. Jonathan Charette, vous vous souvenez qu'il a reçu le prix Émile Nelligan en 2018 pour son livre
pour son livre Ravissement à perpétuité, un livre touffu, dense, qui a plu visiblement à la critique et au public également. Donc un retour de Jonathan avec un livre très, très substantiel, je me répète avec ce mot, mais biographie de la moralité. Alors ici on est dans le jeu des genres. L'auteur se promène entre le récit, le traité et le poème comme tel. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des personnages dans ce livre, des personnages que l'on suit dans un parcours à partir de la sculptrice qui est dans son atelier, confinée en quelque sorte, et qui avance dans ses sculptures et essaie de les comprendre. Et elle a, avec elle, cette sculptrice, elle a deux modèles. Donc, il y a un trio là que Jonathan met en scène comme un romancier. Parfois, il est dans l'histoire, parfois, il est dans le rapport à la sculpture comme telle, d'où l'idée de traité, mais également, il y a plein de références à l'intérieur des textes, à l'art, à la pratique de l'art, à la pratique de la sculpture en particulier. Mais l'essentiel n'est peut-être pas là. L'essentiel, encore une fois, parce que c'est de la poésie, nous amène ailleurs à partir de ces personnages, à partir de ces situations, à partir de ces traités. Il y a une conception du monde qui s'élabore finalement dans la perspective du poème, avec ses ouvertures, ses obscurités, mais toujours avec la force du langage qui est propre à Jonathan Charest, touffu mais précis. Kateri Lemons, elle avait publié Quelques éclats en 2007 et avait été finaliste au prix Émile Nelligan. Mais Kateri est évidemment essayiste, elle enseigne à l'Université du Québec à Rimouski, comme vous le savez, et elle est très active donc dans le milieu universitaire, dans les colloques, elle a participé à de nombreux collectifs. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est évidemment la poète qui est toujours le cœur même de son travail, dirais-je, et elle revient avec un très beau livre fait en collaboration avec Romain Renard, Passer l'hiver. On pourrait présenter toutes les pages de ce livre et on pourrait dire presque c'est un recueil de poésie graphique, puisque pour chaque élément, souvent, il y a des pages complètes qui sont dédiées à des images de Romain Renard. Donc, c'est un livre où on passe à travers l'hiver, bien sûr, mais c'est l'hiver du corps aussi, c'est l'hiver du climat, mais c'est l'hiver du corps, c'est l'hiver de l'amour. Elle ouvre ainsi son livre « Ressuscite-moi ». J'ai passé l'hiver dehors, avec ma robe de soie jaune, mes pieds nus d'enfant et une poignée de sable aurifère en suspension. D'ici, j'entends des trains qui vont et viennent, nos abris soulevés des rails, en poussière fine des échos des comètes, et plus rien ne répare. Et donc ce constat dans la chute de quelque chose qui prend fin, qui ne sera pas réparé. Les poèmes sont pour la plupart brefs, ils décrivent, ils annoncent, et ils sont en même temps la fin et le sens du monde. Bonjour, chers libraires, je suis Élodie Comtois des éditions Éco-Société. Je reviens de congé parental, je suis très heureuse de vous retrouver malgré le médium froid de la vidéo et je vais sans plus tarder plonger dans le contenu pour vous parler des titres qui ont subi l'assaut Covid et qui ont dû être reportés donc à cet automne, à commencer par notre nouvelle bande dessinée Comment et pourquoi je suis devenue végane d'Ève-Marie Gingras, qui signe ici une réflexion, un cheminement pour nous expliquer comment elle en est arrivée à décider de ne plus consommer de produits d'origine animale. C'est en manipulant de la viande hachée, en voulant cuisiner
un pâté chinois, qu'elle s'est pris, comme elle le dit, un coup de poing dans la figure, réalisant qu'elle manipulait un animal mort. Et de là est partie une série de réflexions, de recherches pour comprendre les enjeux d'éthique animale, des problèmes que pose la consommation de viande, que ce soit la cruauté envers les animaux dans les abattoirs, le fait que les poussins et les poules, on leur voit leur bec coupé, ou encore les poussins mâles déchiquetés vivants. Bon, il y aurait une série de problèmes sur le traitement des animaux à expliquer, mais elle le fait sans aucun ton moralisateur. Elle nous accompagne, on l'accompagne dans sa réflexion plutôt, et pour nous expliquer aussi pourquoi est-ce que manger de la viande pose aussi des questions de climat, hein, puisque la viande produit énormément de GES, mais aussi des problèmes sanitaires avec tous les super virus qui émergent de l'agriculture industrielle. Elle a vraiment eu le talent de poser toutes les bonnes questions, ainsi que les critiques qu'elle a pu recevoir et auxquelles elle répond avec beaucoup d'intelligence et d'humour. Elle a aussi une posture tout à fait féministe dans son approche. C'est vraiment quelque chose qu'elle n'élude pas. Vraiment une lecture rafraîchissante. Moi qui ne suis pas végane, j'ai beaucoup apprécié d'apprendre avec elle, et ça a changé mon regard sur le véganisme, et voilà, un beau potentiel à mon avis pour cette BD. Perdre le Sud de Maïka Sondarjé, maintenant, dans notre collection Polémos, vient poser la question de la nécessité de décoloniser la solidarité internationale. Maïka veut que toute politique progressiste inclue toujours cette nécessité de l'internationalisme, qu'elle appelle un internationalisme radical, c'est-à-dire dénué de toute posture néocoloniale qui vienne réparer les injustices passées, que ce soit à travers l'exploitation économique, la dépossession des terres et des savoirs, ou encore l'oppression raciale et de genre. Elle vient en fait dénoncer l'ordre mondial institutionnalisé qu'on peut représenter à travers la délocalisation d'usines dans des conditions épouvantables pour les ouvriers par les multinationales, ou encore l'expropriation de terres autochtones par les compagnies minières. Toutes ces injustices que subit le Sud pour permettre à l'Occident de fonctionner tel qu'il est dans le modèle économique qu'il est, doit être réparé et doit changer, dans une nécessité par exemple de renégocier les accords de libre-échange, de penser des sociétés post-croissance avec des économies décentralisées et alternatives, une annulation de la dette illégitime, la nécessité de réguler le cours des matières premières, ou de réguler et taxer les multinationales. Je pourrais nommer bien des propositions, un ouvrage tout à fait essentiel pour repenser la solidarité Nord-Sud. Je veux maintenant vous présenter deux ouvrages qui, chacun à leur façon, se complètent pour aborder la question de la gauche politique au Québec et son histoire et son avenir. Un peuple libre, indépendance, laïcité, inclusion de Benoît Renaud, et Brève histoire de la gauche politique au Québec de François Saillant. Benoît Renaud est un militant de Québec solidaire qui a décidé d'aborder de front toutes les questions qui fâchent au sein du mouvement souverainiste, à savoir le racisme systémique, les questions identitaires, la question de la laïcité. Et pour lui, il est vraiment temps de sortir du paradoxe qui colle à la peau du Québec, à savoir celle du colonisateur colonisé. Et de cette façon-là, pour lui, l'indépendance sera populaire, horizontale et inclusive, ou ne sera pas. Le livre est préfacé par la députée Catherine Dorion, qui salue la droiture et le courage de Benoît Renaud d'aborder toutes ces questions-là avec beaucoup de tact et d'intelligence. Vraiment un ouvrage qui tombe à point en ce moment avec tous les débats qu'on suit sur le racisme systémique. Le deuxième ouvrage, c'est celui de François Saillant, que vous avez connu avec Lutter pour un toit, mais aussi une autobiographie qu'il avait fait paraître sur son parcours de militant. Ici, il a voulu léguer aux jeunes générations une histoire de la gauche politique au Québec pour savoir d'où elle vient. L'année dernière, Québec solidaire a fait élire 10 députés, et c'était une première dans l'histoire de la gauche qu'elle
parlementaire, qu'elle puisse avoir autant de force au sein du Parlement de l'Assemblée nationale. Et eh bien, d'où vient cette gauche-là? Elle part de 1880 avec l'Action politique ouvrière et jusqu'à aujourd'hui, elle a été traversée par le mouvement souverainiste, avec le RIN et les conflits avec le Parti québécois. Elle a été aussi traversée par toute les questions communistes et socialistes elle a été traversée par le mouvement féministe également. Il va aborder la traversée du désert des années 80, la difficile reconstruction de la gauche, l'arrivée de l'enjeu écologique qui va prendre de plus en plus de place, le conflit entre fédéralisme et indépendantisme au sein de la gauche politique. Bref, vraiment un ouvrage de référence pour savoir un peu d'où vient ce mouvement politique fort, progressiste et de gauche au Québec. Il était temps que cette page-là soit mieux remplie dans les annales de l'histoire du Québec. Les écrans prennent de plus en plus de place dans nos vies. Vous êtes en train de l'expérimenter en ce moment en m'écoutant. Eh bien, c'est aussi l'objet du livre de Victoria Nunkley, mais cette fois-ci en réfléchissant au rôle des écrans sur le comportement des enfants. Elle signe « Enfants difficiles, la faute aux écrans, point d'interrogation, les bienfaits du sevrage électronique ». Pourquoi le sevrage électronique? Eh bien, parce qu'elle a vu défiler dans son cabinet des parents qui arrivaient désespérés devant des comportements de plus en plus difficiles de leurs enfants, à savoir une grande irritabilité, des sautes d'humeur, des troubles du sommeil vraiment sévères, des problèmes d'attention, d'hyperactivité, des difficultés sociales aussi, de l'isolement, de la dépression, des baisses des résultats scolaires. Et eh bien, devant cette kyrielle de symptômes, elle a développé ce qu'elle appelle le syndrome de l'écran électronique. Et pour guérir ce syndrome, eh bien non, il ne faut pas de médicaments, mais plutôt un sevrage d'écran. Parce qu'elle nous explique dans une première partie de l'ouvrage que les écrans agissent sur le cerveau des enfants comme un stress. C'est une charge cognitive beaucoup trop élevée pour leur cerveau en construction et il est nécessaire, devant une consommation des écrans, il devient nécessaire de réinitialiser ce cerveau. En anglais, le livre s'appelle Reset Your Child Brain. C'est véritablement ce qu'elle nous propose avec ce sevrage électronique. En fait, devant les écrans actifs, donc on parle de tablettes, de téléphones, etc., ou passifs comme la télévision, eh bien le cerveau va réagir comme devant une menace, c'est-à-dire comme par le combat ou la fuite. Et donc c'est un stress beaucoup trop important qui va avoir des impacts physiologiques vraiment sévères sur les enfants, qui vont être variables selon les organismes et qui vont amener donc tous les comportements que je vous ai expliqués. Elle va présenter un programme de sevrage en 4 semaines, donc c'est l'objet de sa deuxième partie, où elle va détailler pas à pas les étapes par lesquelles les parents, la famille et les enfants doivent passer pour mettre en place ce sevrage. Et tout son livre est ponctué de différents cas d'enfants qui avaient de différents niveaux de problèmes et qui ont vu vraiment une métamorphose assez incroyable de leur comportement grâce à ce sevrage. J'insisterai sur le fait qu'elle n'a aucune posture culpabilisatrice ou moralisatrice vis-à-vis des parents, puisqu'elle travaille avec eux. On sent vraiment la praticienne qui devance même tous les questionnements de culpabilité des parents en disant j'ai mal fait, c'est pour ça qu'il ne va pas très bien aujourd'hui, ou sur le jugement social du fait de changer complètement la place de l'écran, mais devant la place que prennent les écrans autant à l'école qu'à la maison, il était plus que temps qu'on ait un ouvrage qui à la fois dénonce le rôle des écrans, mais aussi donne des solutions très concrètes et avec un succès assez incroyable pour les jeunes. Donc vraiment un livre appelé à devenir une référence et qui va devenir sûrement la table de chevet de bien des parents, surtout après des mois de confinement où les écrans ont sûrement été très présents. Je veux finir en vous annonçant la parution le 15 octobre prochain de Pandémie,
Traquer les épidémies du choléra au coronavirus, un livre de la journaliste scientifique américaine Sonia Shah qui se lit comme un polar scientifique, un polar historique, vous ne pourrez plus vous arrêter, sauf que ce n'est pas de la fiction, c'est un essai et il risque de faire grand bruit. Alors au plaisir de vous en parler plus longuement à ma prochaine vidéo pour les titres d'octobre-novembre.